Bonjour, CinéChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur The French Connection, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui agit au-delà de sa juridiction. Et mes deux super flics sont... Laurent Vachaud, good cop. Philippe Sedbon, bad cop. Et bienvenue sur CinéChat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, Frog One et Frog Two, pour ce premier podcast de l'année du lapin dans l'horoscope chinois. Dommage que ça ne soit pas l'année du poulet, car nous retournons aujourd'hui, comme d'hab, dans les mean streets de New York, pour une flick story bien 70s comme on les aime. Alors, tout ce que vous podcasterez pourra être retenu contre vous. Et partons sans plus tarder nous curer les ongles des pieds à Poughkeepsie, tandis que Laurent réouvre le dossier et nous parle de la genèse du film dans un chapitre intitulé Crocodile Officer, I wanna put your ass in a coffin, sir. Alors, la jeunesse de French Connection, en fait, ça commence dans une salle de gym, même dans un sauna. En fait, William Friedkin fréquentait un sauna, salle de gym à Hollywood qui était très connu, où Steve McQueen, enfin plein d'acteurs très connus fréquentaient cette salle de gym, je me souviens plus du nom exactement. Mais un jour, là-bas, il rencontre un gars qui s'appelle Phil D'Antoni, qui est le producteur de Bullitt. Et ils sympathisent en fait en faisant de la gym tous les deux et ils commencent à discuter. Phil D'Antoni est un mec d'origine sicilienne, assez low profile, pas du tout le gars à se mettre en avant, donc il plaît assez vite à Friedkin, ils sympathisent et ils décident peut-être de travailler ensemble un jour parce que D'Antoni a vu les documentaires que Friedkin avait tournés chez David Wolper, le producteur de télé David Wolper, et ils entretiennent comme ça l'idée de trouver un projet. Et il se trouve que Phil D'Antoni développait un scénario qui, pour le moment, allait nulle part, d'après The French Connection, qui était le livre d'un type qui s'appelle Robin Moore, et qui relatait cette fameuse histoire de drug bust, la plus large saisie d'héroïne aux États-Unis, à partir de la filière française, donc qui venait de Marseille, French Connection. Et Friedkin commence à lire le bouquin et trouve ça très chiant. Et il dit non, ça m'emmerde, ça m'intéresse pas du tout, c'est mal. Et il paraît que le livre est assez rébarbatif. Alors, moi, je l'ai jamais lu, mais donc Friedkin est a priori, comme souvent, pas intéressé. C'était la même chose avec Cruising, c'est-à-dire qu'au départ, il voulait pas le faire quand il avait lu le livre. Et Phil D'Antoni lui propose quand même de rencontrer les deux vrais flics. Qui sont donc Eddie Egan et Sonny Grosso, qui sont les deux flics à qui cette histoire était arrivée. Et c'est en rencontrant les deux flics en fait que Friedkin est assez impressionné par la personnalité des mecs et commence à voir qu'il y a peut-être un film dans cette histoire. Mais c'est pas du tout en lisant le livre de Robin Moore qui sous-entend n'avoir jamais lu. Bon, ça je suis pas sûr, mais Oui, parce que je voudrais préciser que, excuse-moi, tous les chemins mènent toujours à De Palma ou à Friedkin, grâce à toi qui les a côtoyés et interviewés et qui les connaît bien. Donc, c'est pour ça que tu as un œil particulièrement intéressant sur cette histoire, parce que moi, j'avais déjà parlé de French Connection avec Philippe de Chauvron, donc ça compte pas. Et on avait parlé aussi d'Exorcist et de Cruising, donc on revient à Friedkin aujourd'hui. Et on revient à un film qui est très influencé par Z, de Costa Gavras. Et non, il faut juste faire un petit pas. Bon, ce que je raconte aussi, c'est pas non plus que des scoops, parce que Friedkin a écrit ses mémoires, donc je pense qu'il a dû raconter pas mal de choses dans son. J'ai lu d'ailleurs son livre de mémoire qui est excellent, qui s'appelle The Friedkin Connection. Il a dû, je pense, pas mal détailler. Il paraît qu'il se met beaucoup en valeur lui-même, souvent, quand même. Il a un côté un peu racontard, tu vois, qui raconte des histoires un petit peu. Franchement, moi, c'est pas le souvenir que j'en ai. Il a tendance, le défaut de Friedkin, c'est qu'il a tendance à changer la réalité. C'est-à-dire qu'il a changé. C'est ça, voilà. Tu racontes une histoire, 2 ans après, il te la raconte, l'histoire a changé. 3 ans après, il te la racontera, il y aura encore un truc qui aura changé, tu vois. Donc, c'est très difficile. Je dis pas qu'il ment, mais je pense qu'il arrange un peu, pour il scénarise. Souvent que l'histoire soit drôle, même. C'est-à-dire qu'il la rend plus drôle parce qu'il essaye de l'améliorer, quoi, tu vois. Et donc, faut dire un petit peu où il en est de sa carrière à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un gars qui a écrit, qui a fait du documentaire chez un producteur qui s'appelle David Wolper, des documentaires pour la télé. Donc c'est de là qu'il vient. Il est très sensible à tout ce qui est approche documentaire et c'est ce qu'il va mettre en avant dans French Connection. Après, notamment avoir vu Z parce qu'il trouvait que Z restituait bien ce côté documentaire.
Et donc, il décide de... il a commencé en fait en faisant des petits films très bizarres. Son premier, c'est un espèce de film avec Sonny and Cher, tu vois, les chanteurs, qui s'appelle Good Times, qui est un nanar, mais invraisemblable. D'ailleurs, lui-même le dit, hein, c'est un film qui est assez irregardable. Après, il a fait une adaptation de Harold Pinter qui s'appelle L'Anniversaire, The Birthday Party, qu'il a tourné en Angleterre, travaillant avec Pinter comme scénariste. Hein. D'ailleurs, c'était pour lui un grand moment de sa carrière, parce qu'il admirait beaucoup Pinter. Et après, il a fait un autre film qui s'appelle son premier film pour un grand studio qui s'appelle The Night They Raided Minsky's, qui est un film sur l'invention du striptease hein, dans ces fameux cabarets qui s'appelaient Minsky's. Donc ça devait être en 69, hein, je crois. Wow. Il a fait aussi un film après qu'il a un petit peu plus mis en avant, c'était Boys in the Band, qui était un premier film sur des histoires d'homosexuels, hein, sur en fait une réunion d'homosexuels avec que des personnages homosexuels. On pourrait penser d'ailleurs que c'est plutôt Cruising qui aurait pris naissance dans un sauna que French Connection. Et il avait donc, c'était une pièce, hein, donc Boys in the Band, et il avait donc, c'était une pièce d'un gars qui s'appelait Mark Crowley, qui était devenu un ami de Friedkin, parce qu'en fait, Friedkin à l'époque sortait avec la fille de Howard Hawks. Ouais. Et il se trouve que la fille, Kitty Hawks, et Kitty Hawks était très amie avec ce mec, Mark Crowley, et c'est comme ça que Friedkin s'est retrouvé sur Boys in the Band. Et j'ai lu, est-ce que c'est vrai que Howard Hawks lui aurait dit fais une poursuite en voiture, fais-la mieux que personne ne l'a jamais fait avant? Alors ça, c'est ce qu'il raconte. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de raison de dire que c'est faux, mais probable qu'il est peut-être un petit peu, je sais pas. Lui, il te raconte en gros que Kitty Hawks lui propose un jour de rencontrer Hawks, et visiblement les relations de Kitty Hawks avec son père étaient compliquées. Donc c'était aussi une manière pour Kitty Hawks de renouer avec son père, tu vois, parce que elle le voyait quasiment jamais. Donc elle voulait lui présenter son boyfriend en disant regarde, j'ai un boyfriend qui est réalisateur aussi, qui est un type qui est plein de talent et tout ça. Donc il paraît que Howard Hawks était allé voir Boys in the Band justement, tu vois quoi, et il a trouvé ça nul. Donc il voit Friedkin, et il paraît d'ailleurs Friedkin raconte qu'elle lui avait offert des chemises à son père. Tu vois, elle était venue avec des chemises. Et il avait trouvé ça très curieux, cette fille qui n'avait pas revu son père depuis des mois et des mois ou des années même, et qui lui offrait des chemises, tu vois. Et il se trouve que Howard Hawks dit à Friedkin, j'ai vu des films, j'ai vu ton dernier film, c'est de la merde. Si tu veux te faire un nom, il faut que tu arrêtes de faire des films de PD. Il faut que tu arrêtes de te branler la nouille. Enfin, il paraît qu'il lui a parlé de manière extrêmement crue et vulgaire, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce qu'il raconte. Et il lui a dit, pourquoi tu fais pas un bon vieux film bien carré? Les gens aiment les histoires de poursuites avec des bons et des méchants. Fais une meilleure poursuite comme on en a jamais vu. Et qu'après, il a fait la French Connection. L'histoire est presque un peu trop belle. Peut-être qu'elle est vraie. Ouais. Peut-être qu'il l'a améliorée un petit peu. C'est possible. Hein. Print the legend. Toujours est-il qu'il s'est retrouvé, donc après avoir rencontré ce gars, Phil D'Antoni, il s'est retrouvé attaché à ce projet de French Connection. Et le projet était en développement dans une petite compagnie qui allait nulle part. Et il se trouve qu'ils ont été convoqués par le fils d'Ariel Zanuck, qui s'appelait Richard Zanuck, et qui travaillait à Fox à l'époque, tu vois. Et le mec les convoque dans son bureau et leur explique, Friedkin te racontait ça de manière assez marrante, et Zanuck leur dit, je vais me faire virer les gars. Tu vois, il leur dit, là je suis plus là pour longtemps, mais j'ai encore $1 million dans ce tiroir. Je sais pas si, franchement, je vois mal Richard Zanuck avoir dit $1 million en coupure dans son bureau. Il te raconte, il te dit, Zanuck nous a dit, j'ai 1 million dans ce tiroir. Donc, t'as un peu l'impression du mec qui avait des bifetons dans son tiroir de bureau, tu vois. Et je sais pas encore, je peux les dépenser. Si vous pouvez faire le film pour 1 million, vous pouvez le faire. Et il se trouve que c'était absolument impossible, apparemment, de faire le film pour 1 million, mais les deux mecs disent, ouais, c'est possible, on le fait, tu vois. Alors, qui vous voulez prendre comme acteur? Donc, c'est là qu'ils ont commencé à parler de. Voilà. Mais disons qu'ils se sont retrouvés chez Zanuck, avec, dans cette configuration, avec Friedkin attaché à ce projet, auquel il croyait sans croire au début. Hein. Je veux dire, il voulait quand même faire un film. Il sympathisait avec Phil D'Antoni, qui avait fait. Il admirait beaucoup Bullitt. Hein. C'est-à-dire qu'il trouvait que Bullitt était un film. Bullitt était le standard en termes de poursuite de voiture, en particulier à San Francisco. Non, mais Friedkin, il t'explique que Bullitt, c'est un film formidable. Bon, moi, je n'admire pas tellement Bullitt. Je trouve que c'est un film très compliqué dans son scénario. Je trouve que le scénario marche pas. Après, ça marche sur McQueen. Hein. Voilà. Justement, le casting is destiny. Justement, parlons sans plus tarder avec Philippe d'un de mes jeans préférés avec le gin tonic, Gene Hackman, dans un chapitre intitulé Hackman Begins. Gene Hackman. Gene Hackman, en 71, donc, c'était un second rôle depuis pas mal de temps. C'était un pote de Dustin Hoffman et Robert Duvall, et c'était celui qui a mis le plus longtemps à émerger.
Je pense que c'est une question de physique, beaucoup, parce qu'il a un physique de pas grand-chose. Il ressemble à un mec de la rue, normal. Ouais. Et pour moi, je trouve que son apport à French Connection est gigantesque. C'est-à-dire, pour une fois, c'est pas un beau mec mal fringué qui joue un flic. C'est un mec moche, normal, mais moche normal, quoi, comme tout le monde, et qui a réincarné complètement le flic de cinéma. C'est-à-dire qu'on y croyait, on l'avait jamais vu avant vraiment, donc on l'a complètement assimilé au rôle de Popeye Doyle, Ouais. et il est fantastique. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a l'impression d'être dans un reportage quasiment. Et Hackman, il a fait des tout petits rôles. Il a fait Lilith avec Gene Seberg, il a fait Les Charognards avec Oliver Reed et Candice Bergen, il a fait Bonnie and Clyde. Est-ce que c'est son premier film, Bonnie and Clyde? Non. Ah, Non, d'accord. il Ouais. a fait pas, il a fait Non, beaucoup c'est le de premier télé. film d'un autre Gene que j'adore, qui est Gene Wilder. Oui, c'est vrai. Il avait fait un film avec Melvin Douglas qui s'appelle I Never Sang for My Father. Que j'ai C'est vu. un peu ça qu'il a mis en Ouais. avant. Que j'ai vu, ouais, c'était un affrontement entre un père et un fils qui se sont jamais parlé et qui se retrouvent quand le père va mourir, etc. Et c'est un assez beau film. Et Hackman était vraiment remarquable. Encore une fois, parce qu'on l'avait jamais vu, quoi. Mais Hackman n'a jamais été mauvais. Enfin, tu peux Non. prendre tous les films d'Hackman, même il a fait des nanars, mais lui est pas mauvais dedans, quoi, tu vois. Non. Enfin, il a été meilleur que dans Superman, par exemple. Superman, tu vois, moi je trouve pas qu'il soit mauvais dedans. Il en fait Tu des trouves tops. que Kevin Spacey est mieux, toi, dans Superman Returns? Tu préfères Kevin Spacey ou Non, il Non, est j'ai aussi. Moi, je dirais que. Non, je dirais qu'il Non. est aussi mauvais qu'il n'y a jamais eu de bon Lex Luthor, ni Zuckerberg, comment il s'appelle Ouais, je suis pareil. Je pense Heisenberg, pareil. pardon. Ouais. Je l'ai pense appelé de pareil. son nom de. C'est parce que le meilleur Lex Luthor, c'est Jeff Bezos, tu vois. C'est vrai, on peut pas faire mieux. Alors donc, pour reprendre sur notre copain Hackman, quand il a fait French Connection, personne n'en voulait. Ouais. Ils ont essuyé des refus de la terre entière. Et ils se sont rabattus sur Gene Hackman, dont Friedkin ne voulait pas, je crois. Tu peux nous parler un peu d'autres acteurs dont voulait Friedkin? Non, je sais pas. Je crois qu'il y a eu Bronson dedans. Ouais, mais il y a son eu voisin. Paul Non, Newman. Enfin, moi, je sais un peu parce qu'il t'en parle aussi quand même, parce qu'il te raconte quand même cette histoire-là à chaque fois, Friedkin, quand il te parle de French Connection. En fait, au départ, Phil d'Antoni voulait Paul Newman, tu vois. C'est ça. Et il se trouve que Paul Newman, Zanuck leur a dit, non mais vous rigolez, j'ai $1 million pour faire le film. Dans le tiroir. Newman, il veut 1,5 million par film, tu vois. Donc là, déjà, il prendrait tout le budget. Après, ils ont eu une idée, ils se sont dit, on va prendre un mec qui s'appelle Peter Boyle, tu vois. Ouais. Peter Boyle, tu sais, c'est le détective de Hardcore. Et c'est le mec bien qui sûr. joue dans Joe, c'est aussi l'Amérique, tu vois. Et la créature de Frankenstein dans Frankenstein Junior, ouais, quand même. Et alors, Friedkin et D'Antoni sont allés voir Peter Boyle. Et Peter Boyle leur dit qu'il avait plutôt la gueule pour jouer Popeye, tu vois. Ouais. Et il leur dit, écoutez les gars, moi je veux plus faire des films comme ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les comédies romantiques. Ouais. Et alors, Friedkin dit, Peter Boyle a dû se réveiller un jour, se regarder dans la glace et voir Cary Grant, tu vois. Quoi. Et en fait, il dit, Mel Brooks, lui, a vu Frankenstein, tu vois. Donc en fait, ils ont dégagé. Peter Boyle a refusé. Hein. C'est bien Joe, excusez-moi, Philippe, c'est bien Joe, je l'ai pas vu. Oui, c'est bien, c'est intéressant. C'est la version ultra réaliste d'un justicier dans la ville. C'est ça, ouais. Ce qui est pourquoi d'ailleurs Peter Boyle a refusé aussi le justicier dans la ville. Il voulait, mais ça fait penser à George Raft qui veut plus jouer des gangsters et qui laisse le passage à Bogart tout d'un coup. Ça permet à Hackman de faire un personnage extraordinaire. J'ai entendu aussi Jackie Gleason. Oui, Jackie Gleason, c'est vrai, puisque ça c'était une idée de Friedkin. Et il se trouve que Jackie Gleason venait de faire un énorme bid pour Fox qui s'appelait Gigot, l'histoire d'un clown. Et Zanuck a dit non, c'est pas possible, lui, on le veut pas. Et après, il a eu une idée de prendre un journaliste, un mec qui s'appelait Jimmy Breslin, tu vois. Et il pensait que c'était finalement, Zanuck a dit c'est pas con, le mec a une gueule, pourquoi pas, un gars qu'on connaît pas. Et donc, ils ont commencé des répétitions avec Jimmy Breslin, hein, quand même. Et Jimmy Breslin, qui était quand même très alcoolo, tu vois, donc c'était un peu un problème, il arrivait avec des heures de retard au truc, et un jour il dit à Friedkin, Billy, il y a bien une poursuite en bagnole il y a bien une scène de poursuite en bagnole dans ton scénario. Et il dit oui. Et il dit, parce que voilà, moi j'ai promis à ma mère sur son lit de mort que jamais je conduirais, quoi. Et il dit, c'est pas grave, on te fera conduire on pourra truquer. Non, j'ai promis à ma mère, je veux pas. En gros, le mec était tellement bourré qu'il avait peur même de rentrer dans une voiture, donc ils se sont dit, ça va pas le faire avec lui, donc ils ont dégagé Jimmy Breslin, et c'est comme ça que de fil en aiguille, ils en sont arrivés à Gene Hackman, tu vois. Attends, moi j'ai lu aussi, effectivement, je vois dans mes notes, il y avait Bronson, tu as raison, Philippe, et il y avait aussi Lee Marvin, James Caan, Robert Mitchum, et tout le monde a refusé le rôle. Rod Taylor a fait une campagne pour essayer d'avoir le rôle.
Et finalement, il y a un truc qui est très bien chez Friedkin, j'ai lu dans les interviews, et tu vas peut-être être d'accord avec moi, Laurent, c'est que il reconnaît ses erreurs. On va voir plus tard ce qui s'est passé avec Fernando Rey ou ce qui s'est passé Ouais. avec Jackman, mais il dit que les dieux du cinéma ont agi et que finalement, Mais Charles Bronson, moi, je pense que c'est pas vrai, hein, parce que franchement, moi, j'en ai parlé souvent avec lui, c'est jamais un nom que j'ai entendu. Tu sais que c'était son voisin quasiment de maison, hein. Ils étaient de maison à maison. Friedkin? Ouais, Friedkin et Bronson, ouais. Friedkin m'a jamais parlé de Charles Bronson, mais jamais, quoi. Ils étaient peut-être pas copains, mais en tout cas, ils étaient vraiment voisins. Je crois que Bronson avait joué plusieurs fois avec la femme de Friedkin, tu sais, Leslie Ann Down. Ah oui, mais ça, c'est après. Oui, c'est après. Mais en tout cas, ils se connaissaient, quoi. Je crois que c'est Bronson qui Leslie a Ann Down, oui, mais peut-être qu'à l'époque, ils se connaissaient pas, parce que Leslie Ann Down, c'est 1981 à peu près, tu vois, quoi. Il était marié avec elle, tu vois. Donc là, il est avec Kitty Hawkes quand il fait French Connection, tu vois. Donc je pense pas qu'il connaissait Bronson à l'époque, enfin, en tout cas, personnellement. Mais moi, il m'en a jamais parlé de Bronson, de Jimmy Caan non plus. Bon. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas été contactés, hein. Mais je pense enfin, il voulait, comme d'habitude, il voulait tout le monde sauf Gene Hackman. Et ça, c'est assez. Il voulait pas Gene Hackman. Il te raconte qu'il a rencontré Gene Hackman avec Phil D'Antoni et il l'a trouvé terne, il l'a trouvé chiant. Il a dit à Phil D'Antoni, il a dit écoute, parce que Phil D'Antoni est un mec qui se battait beaucoup pour Friedkin, hein. Il voulait à tout prix que ce soit lui, alors qu'à l'époque, personne vraiment misait sur Friedkin. Donc, Friedkin était d'une grande loyauté vis-à-vis de Phil D'Antoni, et Phil D'Antoni a dit, écoute, c'est avec Hackman où on fait pas le film. Et l'autre lui a dit, écoute, je pense que ce mec est un nul, mais on va faire le film parce que tu te démènes et je veux pas te planter. Donc, ils sont partis comme ça, tu vois, mais avec Friedkin qui pensait que Hackman était vraiment le dernier mec qu'il fallait pour jouer ça. C'est comme ça qu'il te le raconte, en tout cas. Après, est-ce que c'est vrai? Philippe, tu as vu la photo de Eddie Egan et Sonny Grosso? Ils ressemblent vraiment à Roy Scheider et Gene Hackman. Ils jouent dans le film, hein? Oui, ils jouent tous les deux dans le film d'ailleurs, et je crois qu'ils jouent dans Cruising aussi. Ouais, il y en a Sonny Grosso joue dans Cruising, Laurent, non? Oui, il joue dans Cruising, il joue dans. Je crois même il joue dans un Sidney Lumet aussi, Sonny Grosso. Tu sais, c'est les acteurs de New York, hein, donc. Mais il y a plein de flics sur le plateau, on va en parler, et on va parler un petit peu. Il y a Randy Jurgensen aussi dedans. Ouais, mais on va parler un petit peu de la véritable affaire de la French Connection. Vous connaissez Jacques Angelvin? Bah oui. Non, moi non. Si, Jacques Angelvin, c'est le corneau, quoi. Enfin, c'est le gars qui a fait le commentateur télé que joue Frédéric de Pasquale dans le film. Là, c'est le vrai personnage que joue Frédéric de Pasquale, que joue Devro, tu vois, le personnage de Devro dans le film. Très bien. Et le personnage de Charnier est basé sur un personnage qui s'appelle Jean Jehan. Jean Géant. Jean Géant. Et vous avez vu, il y a véritablement deux flics qui ne sont pas Sonny Grosso et Eddie Egan, qui sont partis en France pour essayer d'alpaguer le vrai Jean Géant. Et un petit peu comme dans French Connection 2, dont on va parler aussi brièvement tout à l'heure. Et les flics sont arrivés vers eux et leur ont dit excusez-moi les gars, mais Jean Géant a libéré la France avec Charles de Gaulle. Donc il était protégé par de Gaulle. Donc il est protégé, il va pas repartir avec vous en Amérique, les gars. C'était un Corse. C'était un Corse, Jean Géant, et il était effectivement protégé par de Gaulle à cause de son passé de résistant. C'est ça, mais Angelvin a fait 4 ans de pénitencier fédéral et il s'est recyclé ensuite dans l'immobilier. Non, mais c'est lui donc qui avait mis la drogue dans la bagnole et c'est ça qui a inspiré le corneau aussi, tu sais. C'est ça, exactement. Mais ils sont formidablement castés avec les deux méchants, Frog 1, Grenouille 1 et Grenouille 2, comme les appelle Gene Hackman. Il faut dire juste un mot sur le casting aussi, c'est qu'à l'époque, si tu veux, c'était du casting artisanal, c'est-à-dire que Friedkin, il avait fait appel en fait à un critique de théâtre comme directeur de casting. Il prenait pas un mec qui était directeur de casting parce que d'abord c'était une profession qui n'existait pas à l'époque. Tu disais, il n'y avait pas de mec qui était avec pignon sur rue directeur de casting. Donc souvent, c'était un assistant ou c'était, tu vois, bon. Là, il avait décidé d'aller voir un critique de théâtre parce que le mec connaissait tous les acteurs. Wow. Et il lui avait dit, voilà, tu vois, je voudrais pour jouer le mec de Charnier, je voudrais le gars qui tue Yves Montand dans Z, tu vois. Et l'autre disait tout de suite, c'est Marcel Bozuffi. Tu veux dire pour jouer Charnier ou pour jouer Nicoli? Non, pour jouer Nicoli. Il disait pour jouer l'homme de main de Charnier, je voudrais le gars qui tue Montand dans Z. Donc il dit, je le connais, c'est Marcel Bozuffi, je l'appelle. Donc tout de suite, le deal est fait avec Marcel Bozuffi. Et pour jouer Jean Géant, il veut prendre un mec qui ressemble à Jean Géant, si tu veux, quoi. Donc il dit, il y a un gars dans Belle de jour de Buñuel qui ressemble vraiment au vrai Jean Géant. Je veux que tu me le trouves, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Donc le mec, il dit, t'inquiète pas, je vais trouver. Et le lendemain, il l'appelle, on dit, il s'appelle Fernando Rey, je l'appelle et il va venir te voir à New York. Donc c'est là où il y a la fameuse scène, tu sais, où tu as Friedkin qui attend à l'aéroport à JFK
et il attend donc celui qui croit être Francisco Rabal, hein, et il voit arriver un mec avec une grosse barbe, l'air d'un aristo, tu vois, qui lui dit, voilà, je suis Fernando Rey, et l'autre il dit, mais c'est pas le gars de Belle de jour, tu vois, et l'autre dit, bah non, j'ai joué avec plusieurs films de Luis Buñuel, mais pas Belle de jour. Donc il appelle au desk de l'aéroport, il appelle son casting directeur qui s'appelle Bob Weiner, et il lui dit, tu es un nul, tu es un pauvre con, tu vois, tu m'as fait venir ce mec, c'est pas le bon, tu vois. Genre. Et donc, il se retrouve coincé avec Fernando Rey, qui a quand même fait le voyage et qui est à New York. Et alors, il dit à Fernando Rey, écoutez, là, je suis emmerdé parce que, voilà, vous n'êtes pas la personne que je crois, mais maintenant que vous êtes là, bon, on commence à tourner dans pas longtemps, il faut que vous me rasiez cette barbe, tu vois. Et l'autre dit, ah non, vous n'y pensez pas, j'ai des irritations sur la peau, des boutons, c'est très très moche si je me rase la barbe, ça me fait une tête complètement D'ailleurs, différente. vous avez vu une photo de Fernando Rey sans la barbe, quand il est jeune? Ouais. Il ressemble à Ouais. Jean-Yann. Oui, je l'ai même vu dans un film, moi, sans la barbe, on le reconnaît Ah pas, ouais quoi. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais. Friedkin se retrouve et il te dit, je commence le film avec un mec qui pour moi est absolument pas le personnage, c'est Gene Hackman, et un mec dont je voulais pas et je voulais un autre à la place et qui veut pas raser sa putain de barbe. Tu vois. Donc il se dit, j'étais persuadé qu'on allait à la catastrophe. Et drôle. c'est là qu'il a dit, the movie god was with us. Tu vois. Les dieux du cinéma, mais il voulait Francisco Rabal, qui jouerait finalement avec lui dans Sorcerer. Et effectivement, les dieux du cinéma se sont penchés sur le berceau de ce film. Et Philippe, on va parler un petit peu des body cop movies, tu sais, les films de flics. Et j'ai une question pour toi, un petit quiz, pop quiz hot shot. Quel est le premier film recensé de flics, de body story, de deux flics comme ça, à ton avis? C'est pas un truc avec James Caan et Alan Arkin? Ça, c'est le premier en Amérique, je crois. Moi, je te parle Freebie and the Bean, ça s'appelle. Ça, c'est Freebie and the Bean, où Alan Arkin joue un Mexicain très improbable. Les Anges Gardiens. C'est ça, ouais. C'est un film étonnant, mais moi je vous parle dans le cinéma mondial, pas simplement américain. Sûrement un film français. Non, c'est un film japonais de Kurosawa qui s'appelle Stray Dogs de 1949. Ah bon? Ah ouais. J'ai vu Chien enragé. C'est ça, c'est la première fois que tu as un couple de flics comme ça. En France, on se souvient de deux films écrits par mon père la même année qui sont Adieu poulet et Peur sur la ville, où je trouve qu'avec Charles Denner et Belmondo et Patrick Devers et Ventura, on a aussi deux grands couples de flics, si tu veux, qui sont un petit peu les enfants de French Connection à la française. Philippe, tu as des films préférés parce qu'on dit que dans la chaleur de la nuit serait l'original en Amérique, en 67, de deux flics comme ça. C'est pas vraiment un buddy movie, c'est un film où deux personnages se détestent et apprennent à s'apprécier, mais c'était pas un buddy movie. C'est vrai, ouais. Tu as un film préféré dans ce genre de cinéma? Ouais, moi j'ai longtemps beaucoup aimé 48 heures, que j'ai moins apprécié en le revoyant, mais ça reste un grand souvenir quand même de... Mais c'est pas deux flics dans 48. C'est pas deux flics dans 48. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais quand il a cette scène où il arrête tous les rednecks dans le bar en se faisant passer pour un flic, tout d'un coup, tu as une espèce de partenariat entre Nick Nolte qui change petit à petit et qui le considère comme un vrai partenaire. Mais Laurent, est-ce que tu as vu un film qui s'appelle The Super Cops? Non. C'est un film où tu as deux flics comme ça qui s'appelle Batman et Robin. C'est inspiré de deux flics qui ont véritablement existé. C'est un film 70s avec un acteur qui s'appelle Liebman, je crois. Oui. Ouais. Ron Liebman. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est un film aussi qui a ce côté un peu âpre des années 70. Seven doit beaucoup à French Connection. Oui, beaucoup. D'ailleurs, Fincher... Il y a eu un film après fait par Phil D'Antoni qui s'appelle Seven Ups, la police puissance 7 avec Roy Scheider aussi, où il y a d'ailleurs, je crois que Ron Liebman joue dedans. Ouais, mais c'est vrai, mais Fincher dit qu'il a étudié bien évidemment le film pour Seven, mais je pense que Todd Phillips a étudié aussi pour Joker, parce que toute la scène où Joker défouraille dans le métro fait penser à French Connection rencontrant le justicier dans la ville tout d'un coup. Mais même Serpico, c'est très influencé par French Connection aussi. Oui, et un film de Spielberg qu'on aime bien, je crois, tous les trois, qui est Munich. Paraît-il que Spielberg a étudié... Oui. Moi je voyais beaucoup Friedkin à l'époque de Munich, je me souviens. Ouais. Et il m'a raconté que Spielberg lui avait téléphoné. Il lui avait dit je suis en train de revoir tes films, Sorcerer, French Connection, et j'essaye de voir, parce que je voudrais qu'il y ait cette texture. Bien sûr. J'essaie de voir comment sont les éclairages, parce que je voudrais reproduire, même l'Exorciste, je crois qu'il avait regardé l'Exorciste aussi, pour reproduire un peu la texture des films des années 70. Tu vois, quoi. Et c'était très réussi. Philippe, donc il y a eu une suite, French Connection 2, où Popeye a un look extraordinaire, il est en costume avec une chemise hawaïenne et son chapeau. À Marseille. À Marseille, avec cette fois-ci Bernard Fresson, qui est formidable, et Philippe Léotard.
Jean-Pierre Castaldi. Voilà. Ouais, Je me rappelle, je l'ai pas revu pour l'émission, mais je me rappelle qu'on l'addicte à la drogue. Il y a toute cette scène. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Le film est étonnamment excellent. Moi, je trouve, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. C'est du Frankenheimer, mais très bon film. Et pas indigne du premier, c'est une merde. Friedkin t'explique que les deux suites de ses grands succès sont deux merdes. L'Exorciste 2 et le French Connection 2. Tu vois. Connection 2, non, c'est pas une merde. Moi, j'aime bien. Faut pas le comparer, évidemment. C'est ça. C'est un autre film. Mais on se rappelle de la poursuite à la fin où il court derrière Charnier qui est sur son bateau, où cette fois-ci, c'est plus un métro contre une voiture, mais un homme à pied. Et ce que ne savait pas Frankenheimer, c'est que Hackman avait des gros problèmes de genoux et qu'il ne pouvait pas véritablement courir. Et Hackman s'est retrouvé à courir pendant des journées entières dans les rues de Marseille et probablement à haïr Frankenheimer. Mais ça donne une fin, effectivement, spoiler alerte, assez spectaculaire, où finalement il a sa vengeance, contrairement au premier film. Et vous savez qu'il devait y avoir un French Connection 3. Ouais, avec Richard Pryor. Qui a été développé quand même assez longtemps et qui est devenu après un film avec Stallone qui s'appelle Les Faucons de la Nuit. Ah, j'ai cru que c'était Cobra, dommage. Non, les Night Hawks. Oui, très bon film. Avec Billy D. Williams, je crois. Et Rutger Hauer en méchant formidable. Voilà. Ou t'as Stallone qui s'habille en femme à la fin pour coincer le méchant, quoi. La femme barbue, je précise. Oui. La femme à barbe. Il y a une barbe pas possible dans le film. Tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Friedkin et Stallone ont failli travailler ensemble au moins 2 fois, tu vois. Wow. Et que Stallone avait envoyé à Friedkin un scénar. T'imagines Stallone dans Cruising en cuir? Non, il voulait faire Edgar Poe avec Friedkin. Ah, c'est vrai, je me rappelle de ce projet. Et il avait envoyé le scénar à Friedkin et il l'avait envoyé à Kubrick aussi. Wow. Et il paraît que le scénario était remarquable, mais Friedkin avait dit à Stallone, mais tu peux pas jouer Edgar Poe, enfin, t'es Rambo, t'es Rocky, genre, et l'autre, toi, pourquoi, tu vois. Il paraît qu'il disait beaucoup de bien du scénario, et à un moment, je crois que Stallone avait voulu faire le film lui-même avec Robert Downey Jr., mais qui n'était pas encore Iron Man, tu vois, et ils n'avaient pas pu trouver le financement. Waouh. Il y a, comment s'appelle-t-il, John Cusack a joué Edgar Allan Poe dans un film d'horreur. Est-ce que vous avez vu la série télé, ou plutôt le téléfilm avec Ed O'Neill dans le rôle de Popeye Doyle? Non, j'ai pas vu non plus. Je sais qu'il existe, mais je l'ai pas vu. Voilà, c'est le mec qui jouait dans Marié avec des enfants, tu sais, Ed Bundy, non pas Ted Bundy, je sais plus comment il s'appelait Bundy en tous les cas, et il a le même chapeau que Hackman. Mais parlons sans plus tarder, Laurent et Philippe, d'une très grande année de cinéma qui est 1971. Vous savez, les 10 films au box-office cette année-là, ça m'a intéressé. Le premier, c'est Fiddler on the Roof. C'est comment on l'appelle en français? Violon sur le toit. Le violon sur le toit, voilà. Le deuxième, c'est un film de vengeance qui s'appelle Billy Jack. Ouais, que j'ai jamais vu. Tu l'as vu, Laurent? Non, pas tout à fait. C'est une réserve indienne, mais c'est pas un western. Non, c'est ça, c'est un film moderne où effectivement tu as un type qui prend sa vengeance sur une ville. Tu as donc Un été 42, tu as Les diamants sont éternels. J'ai trouvé dans le casting de French Connection, Bill Hickman, le type qui fait le flic du FBI, qui est un vrai cascadeur dans la vie et qui était avec James Dean le jour où il est mort en voiture, ressemble un petit peu à Sean Connery dans Les diamants sont éternels. À un moment des Diamants sont éternels, il y avait un copain de Friedkin, un de ses meilleurs amis, qui devait devenir James Bond. C'est un gars qui s'appelle John Gavin, tu vois. Ah ouais, qui jouait dans Psychose et dans Spartacus. Spartacus. Et alors, il se trouve simplement que comme il est américain, je crois qu'il y a un truc qui a... Parce que le mec était plutôt partant, mais après, il a gardé un anglais, je crois. Ouais. Cette année-là, Dirty Harry, Philippe, dont on avait parlé précédemment aussi. C'est pas après Dirty Harry, c'est pas 72? Non, c'est 71. Non, 71, ouais. Je crois que 72, c'est déjà Magnum Force qui a été fait assez rapidement. 73, je crois. 73, voilà. Ensuite, il y a les Chiens de paille, non? Tu as les Chiens de paille et tu as Orange Mécanique, à propos d'années dures. Et tu as Carnal Knowledge, ce plaisir qu'on dit charnel. Là, voilà, c'est ça. Il y a Willard, ce film avec des rats et Ernest Borgnine. Voilà, qui a été fait en remake avec Crispin Glover. Il chantait la chanson Ben, tu sais, la chanson de Michael Jackson. Il y a un film de serial killer avec Richard Attenborough que j'ai jamais vu, mais que j'aimerais bien voir, et John Hurt que j'adore, qui s'appelle This Rillington Place. Excellent. C'est des films anglais, ça. Ouais, tu l'as vu, Philippe? Ouais, je l'ai vu récemment. C'est complètement flippant, c'est claustrophobique, Et Attenborough est bien, non, j'imagine, en serial killer. Il est très bien, il s'est fait une tête, quoi. Il est chauve. Il est répugnant dans le film. Il est vraiment, c'est comme un rat.
Il y a Panic à Needle Park aussi, je crois, en 71. Oui, mais toujours dans le cinéma quand même européen, il y a Mort à Venise, Get Carter, et puis c'est la première année de Lucas et de Spielberg, parce qu'il y en a un qui fait Duel et l'autre qui fait THX 1138. Il y a Le Messager aussi de Losey qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. Exactement, et Taking Off de Milos Forman. Ouais. Son premier film américain, tout d'un coup, il arrive. Il y a aussi le premier film un petit peu de Blaxploitation, et il y en a deux en fait. Il y a Shaft, et il y a aussi Sweet Sweetback Badass. Vous connaissez ce film de Melvin Melvin Van Peebles. Et Love Story, c'était en 70, non? Ou en 71? Ouais, c'était plutôt. Il y a le chat. D'ailleurs, je voudrais dire la bienvenue à la petite Margot, un chat qui arrive dans la famille de Philippe aujourd'hui, à qui on fait un shout-out. C'est pour faire monter l'audience, hein, Philippe. Dès qu'on parle de chat, tout d'un coup, on a beaucoup plus. Je sais. D'ailleurs, on l'entend, hein, on l'entend à un moment, vous discutiez, elle est en train de jeter des bâtons contre les murs. Donc, de rage, parce que tu fais un podcast et tu t'occupes Il pas d'elle. n'y avait pas un Sergio Leone aussi, là, il était une fois dans tu vois, La Révolution, hein. Si, tu as raison. Duck, You Sucker. Il y a Bananas, un très bon Woody Allen. Il y a Stallone, d'ailleurs. Ouais, exactement. Il y a une suite de La Planète des Singes. Il y a le premier film de metteur en scène de Jack Nicholson, Drive, He Said. Donc, il est à la fois dans le film de Mike Nichols, Ce plaisir conduire charnel, et en même temps, il met en scène un film. McCabe and Mrs. Miller. ouais. Steve McQueen refuse de rejouer un flic de nouveau parce qu'il préfère conduire une voiture dans Le Mans. Il y a Duel de Spielberg. Ouais, c'est ça que je viens de citer. Il y a Clout. Très, très bon film. Que j'adore. Ouais, que j'adore, de Alan J. Pakula. Autre film que j'adore, The Omega Man, Le Survivant. Ouais, très bien. Avec Mathias face à Charlton Heston. Oh my God! C'est mon Charlton Heston. Neville. Il y a Harold Desmaudes. Harold Desmaudes, exactement, j'allais le dire. Il y a The Big Boss avec Bruce Lee, un de mes héros aussi. Et revenons sans plus tarder à nos poulets. Énorme travail journalistique de Friedkin qui accompagne Eddie Egan et Sonny Grosso. Et j'ai entendu une anecdote, Laurent, tu vas peut-être me dire si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'il était avec eux pendant une espèce de planque et qu'ils lui ont filé un flingue et qu'ils l'ont mis à l'arrière du bar quand ils sont allés faire une espèce de descente comme font Gene Hackman et Roy Scheider dans le bar. Et j'imagine Friedkin à l'arrière avec son flingue et je me suis demandé s'ils avaient mis des balles vraiment dedans. Je ne sais pas du tout. Je sais, moi, que pendant qu'il tournait French Connection, Marcel Bozuffi faisait la voix de Lucky Luke dans le premier dessin animé de Lucky Luke, tu sais, fait par Tchernia. Mais Friedkin s'inspire énormément de choses de la vie, donc ce gros travail de documentariste, de journaliste dont je parlais, que ce soit le chapeau de paille à l'arrière de la voiture ou la fameuse phrase de Poughkeepsie qui deviendrait la catchphrase, qui est une phrase que dit Gene Hackman, qui est tout d'un coup le bad cop, alors que Roy Scheider est le good cop, pour confuser un petit peu le type qu'ils sont en train d'interroger. On voit que c'est un petit peu les mêmes techniques que dans Cruising, quand tu as cette espèce d'énorme noir avec sa coquille et son chapeau de cow-boy qui arrive et qui se met à tabasser Pacino. Donc tout ça est basé sur la réalité. Ils n'ont pas de permis pour tourner dans New York. Beaucoup de scènes sont tournées sans permis. C'est pour ça qu'ils ont l'avantage d'avoir tous ces flics sur place avec leur badge et qui les aident éventuellement à sortir des situations. Mais c'est incroyable que personne soit mort dans cette poursuite. Non, il t'explique qu'avant le tournage, il est allé, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais il te raconte avoir accompagné les flics dans des descentes, être allé dans les squats où les mecs se piquaient à Harlem, où il y avait je ne sais pas combien de blacks qui étaient tous quasi mourants avec la seringue dans le bras, tu vois. Et pour voir les ravages quand même de la drogue à l'époque. D'ailleurs, Gene Hackman, paraît-il, n'aimait pas énormément Eddie Egan et avait beaucoup de mal à dire le N-word, et ce personnage de flic raciste, il ne l'aimait pas du tout. Il a failli arrêter plusieurs fois le film, notamment le traitement de Friedkin qui traite souvent ses comédiens de façon assez dure quand il ne leur brise pas le dos, comme Ellen Burstyn. Friedkin, il s'était rendu compte en fait que Hackman supportait pas l'autorité, c'est-à-dire il supportait pas quand quelqu'un lui disait de faire quelque chose, tu vois. Alors, je sais pas s'il avait un problème avec son père, mais donc en fait il s'est rendu compte qu'il s'énervait chaque fois qu'il lui disait de faire quelque chose de manière autoritaire, et en fait plus il s'énervait, plus Friedkin devenait autoritaire parce qu'il voulait le pousser justement à fond là-dedans, tu vois. Oui, et puis il paraît que quand il faisait une bonne scène, il lui disait à peine, il avait l'air exaspéré. Il a vraiment très mal parlé. Il paraît qu'Hackman a failli se barrer 2-3 fois parce que il était très tendu. Je crois que Roy Scheider, lui, il était plutôt assez facile. D'ailleurs, il a engagé Roy Scheider, mais carrément même sans lui faire passer d'audition. Roy Scheider était déjà une espèce de star, non? C'était pas le. Non, il était apparu dans Clout où il avait un tout petit rôle. Ah d'accord, ok. Portrait d'une enfant déchue aussi, un petit rôle.
Ok. Et il se trouve qu'il paraît que Roy Scheider rentre dans le bureau et Friedkin lui dit sur quoi vous travaillez en ce moment? Et il lui dit je joue une religieuse qui fume des clopes dans le balcon de Jean Genet. Et il lui a dit c'est bon, t'es engagé. J'adore le processus de casting. Et l'autre lui a dit mais vous voulez pas que je lise un truc? Non, non, ça me suffit. Une nonne chez Jean Genet, c'est très bien, quoi. C'est très drôle. Il y a un autre truc qui me fascine, ce sont les acteurs qui sont des anciens flics ou des anciens militaires. Parce qu'on voit que Gene Hackman s'est enrôlé dans les Marines à l'âge de Marines. 16 ans. Tu vois, tu as un acteur aussi comme Adam Driver, qui est un ancien Marine, ou tu as Arlie Army, qui fameusement était aussi un véritable sergent instructeur. Mais dans les flics, il y a Denis Farina aussi, qui était un ancien flic, tu sais, un acteur qu'on voit souvent dans les films de Michael Mann. Et là, on voit que Eddie Egan, il a voulu essayer de faire une carrière aussi d'acteur par la suite, et que souvent, ces flics qui ont des têtes extraordinaires font des bons acteurs. Chez nous, il n'y a que Olivier Marchal et Simon Michael. C'est L'ancien cinéma français, quoi. Mais tu parlais de documentaires. Friedkin emploie également énormément de techniques de la nouvelle vague, que ce soit les chaises roulantes, tu sais, pour les travelling. D'ailleurs, c'est extraordinaire le travail des caméramans dans le film quand on suit. Alors, le caméraman, il avait engagé un mec qui s'appelait Enrique Bravo, Ricky Bravo, en fait, qui était un gars qui avait filmé la révolution cubaine, tu vois. Donc, il avait vu des images de la révolution cubaine filmées par ce mec, et il s'était dit, c'est lui que je veux, parce qu'il était capable, comme ça, d'anticiper les mouvements des acteurs, tu vois, parce qu'il tournait pas avec des marques par terre et tout, hein, tu vois, il tournait, il fallait carrément... Mais c'est remarquable, quand il est en fauteuil roulant derrière Hackman qui court dans le métro et qui descend de son fauteuil roulant pour rentrer dans le métro avec Hackman qui suit Charnier, donc qui suit le personnage de Fernand Doré, c'est un travail extraordinaire de caméraman, d'athlète, d'artiste complet. Bozufi m'avait raconté une chose intéressante. Il me disait quand il a tourné ses premières scènes dans French Connection, il demandait, il n'y avait pas de marque au sol. Tu sais, il ne mettait pas les marques pour les comédiens et tout ça. Donc, il était très dérouté parce qu'il avait tourné que des films comme ça, tu sais, avec Gabin et tout ça. Enfin, c'était très carré, très français. Ouais. Il avait dit à Friedkin, mais je vais où quand je poursuis machin ou quand je me penche à la rambarde, je fais quoi? Il fait, fais ce que tu veux, nous, on se débrouille. Extraordinaire. Étonnant, hein? Et il a dit, après, quand je suis rentré en France, j'ai eu un mal fou à me remettre à la discipline... tu sais, se placer dans la lumière, prendre ses marques. S'arrêter et tout. Pas faire de l'ombre aux partenaires, enfin tout ça. Après, non, mais c'est extraordinairement moderne pour l'époque quand même. On ne dit pas que c'était quand même très prémonitoire de toutes les séries télé à venir, de tous les films. Ça deviendrait la grammaire, cette espèce de côté très réaliste et très naturaliste. Ce qui est marrant, c'est que les mecs tournent ça en pensant que, tu vois, que ça va être un film qui va à peine sortir, quoi, que ça va être un truc vraiment à tout petit budget dont personne va parler. Quand ils se sont retrouvés aux Oscars après et qu'ils ont gagné les Oscars, mais il paraît que ça a été un truc, mais ils y croyaient pas eux-mêmes. Extraordinaire. Mais c'est un des hivers les plus froids, comme souvent sur les plateaux, on a toujours trop chaud ou trop froid, et là on voit effectivement la buée sortir de la bouche des acteurs, et on sent qu'ils ont très très froid quand Hackman est en planque et mange sa pizza avec Fernand Doré et Bozufi qui mangent des escargots et des rôtis de bœuf à l'intérieur. C'est extraordinaire comme scène, parce qu'effectivement, et même au début, quand Fernand Doré est avec sa jeune femme à Marseille, dans cette propriété magnifique, on sent qu'il a une vie vraiment merveilleuse et il est très amoureux de sa femme. On a l'impression d'être dans un film de Buñuel, tu sais, on voudrait qu'il y ait une deuxième femme, Carole Bouquet, par exemple, qui surgisse, et on est tout d'un coup dans cet obscur objet du désir. En fait, Charnier, son seul vrai problème dans la vie, c'est qu'il est français et qu'il a un accent espagnol. Les producteurs ont jugé son accent inacceptable. C'est vrai, on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, mais il est formidable parce qu'il amène un côté aristocratique que n'aurait peut-être pas. Il ne ressemble pas effectivement à quelqu'un qui aurait piloté une grue, qui est le vrai personnage dans la vie, et qui aurait joué effectivement Francisco Rabal, mais il amène un côté aristocrate et ressemble un petit peu à Philippe d'ailleurs, qui a ce même côté aristocrate que. Mi hermano. C'est ton frère séparé à la naissance. Au début, il est à Cassis, dans l'hôtel des Roches Blanches. C'est un hôtel où moi je suis allé, si tu veux, tu vois, juste en face du Cap Canaille, quand il retrouve sa nana Charnier. Tu vois, au début, c'est un hôtel à Cassis, qui est un des plus beaux hôtels de Cassis. Mais le film commence avec Luigi, on a l'impression d'être dans un film de Lautner. Tu as vu au début qui achète une viennoiserie, d'ailleurs, qui a l'air délicieuse. Et la scène où Bozufi le tue de façon très violente en lui envoyant une balle dans... Ils ont eu du mal à le faire, paraît-il. D'ailleurs, Friedkin, il y avait un type avec une seringue pleine de sang à côté. Et Bozufi improvise le moment où il mange le crouton du pain. Ça, c'est extraordinaire. Oui, il me l'avait raconté aussi, ça. Et pareil, il avait demandé d'abord l'avis de Friedkin, qui a quasiment pas écouté, qui a dit fais ce que tu veux. Ah, c'est formidable. Laisser cette liberté aux acteurs. Effectivement, je comprends. Ça a commencé, il avait l'habitude, à partir de ce film-là, de commencer ses films, en fait, pas aux États-Unis. C'est-à-dire, pour un film américain et pour un film de studio, ça pose toujours un problème pour les mecs quand tu commences le film et que c'est pas en Amérique que ça se passe, tu vois. Comme l'exorciste en Irak.
Marseille au début de Ouais. French Connection, l'Irak Ouais. dans L'Exorciste. Ouais. Après, Sorcerer, je crois que ça commence au Venezuela. Après, tu te retrouves en France. Enfin, tu vois, il y a quand même commencé tout de suite ailleurs qu'aux États-Unis. Bah, ça a marché dans French Connection, ça a marché dans L'Exorciste, ça n'a pas marché dans Sorcerer. Je pense pas que c'est ça qui était le problème. Mais disons qu'il avait une certaine recette, il n'a pas varié, et tout d'un coup, le vent a tourné. C'est-à-dire que ces films n'étaient plus en phase avec l'esprit du moment. C'est-à-dire qu'à partir de 1977, et ben, cette noirceur, ce côté documentaire, parce que Sorcerer finalement est pratiquement tourné comme L'Exorciste ou comme French Connection, mais c'était plus en phase avec ce que les gens voulaient voir, quoi. C'est vrai, mais ce souci de réalisme dont on parle pour le film, il a utilisé de la véritable héroïne. Tu sais, quand on a Dans cette une scène scène. extraordinaire. Ouais, dans cette scène extraordinaire où tu as ce testeur de la mafia qui arrive, qui est un acteur qui ressemble véritablement à un héroïnomane et qui, j'ai vu dans son. Il n'a pas fait grand-chose, il était dans Dionysus en 69, Laurent de Brian De J'avoue. Palma. Ouais. Et je me suis demandé si c'était pas un vrai dealer ou en tous les cas un véritable héroïnomane parce qu'il utilise un jargon qui, paraît-il, a passionné Friedkin et qu'il a laissé improviser totalement sa scène un petit peu à la manière de Harley Hermy parce qu'il savait exactement de ce dont il parlait quand il dit Grade A poison. Tu sais, il a une espèce de réalisme, mais ça me fait penser à une scène extraordinaire dans Taxi Driver où tu as ce type qui vient vendre des flingues à De Niro. Oui, Tu as oui. tout d'un coup ça des C'est vrai que ça fait penser, personnages ça fait penser à cette scène. Ouais. ouais, t'as des vrais personnages qui font vrai dans la vie, tu vois, qui arrivent tout d'un coup dans le film et qui emmènent le film ailleurs, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup. T'as les scènes coupées de French Connection où t'as Bozufi qui est chez une dominatrice qui le fouette, tu sais. Et il paraît Oui. qu'elle le fouettait tellement fort que Bozufi, à un moment, il s'est énervé, tu vois. Il a dit à Friedkin, mais t'es dingue ou quoi, quoi. Parce que Greg Friedkin était là, il disait à la fille, vas-y, vas-y, tu vois. Et l'autre, il était à moitié à poil, tu sais, c'était presque cruising, tu sais, avec la nana en cuir qui était là. Mais il y a eu 9 scènes coupées et il y en a 8 qui subsistent. Tu l'as vu, Laurent? Tu en as vu La quelques-unes? scène avec Bozufi, je l'ai vue, elle est sur le DVD de Ah, French d'accord. Connection. C'est drôle, mais il paraît que Friedkin a une panne de voiture le soir des Oscars et qu'il réquisitionne une voiture comme Popeye, comme un Ouais, c'est flic, ce qu'il racontait. Ouais. pour arriver aux Oscars et que finalement il est. D'ailleurs, aux Oscars, tu vois, il est avec Kitty Hawkes, la fille qui est à côté de lui, c'est Kitty Hawkes, quoi. Ah, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que le type, tu sais, bon, tout est fait on location, tout est fait en décor naturel. Et il y a beaucoup, comme on disait, d'acteurs qui sont des véritables, soit des gens qui travaillent dans le métro, soit des véritables flics. Et le type qui est chargé de piloter le train, il a demandé à Friedkin. Friedkin lui a dit qu'est-ce que tu veux pour jouer le rôle? Et il a dit je veux 40 000 dollars et un aller simple pour la Jamaïque. Parce qu'en fait, il savait qu'il se ferait virer immédiatement après le film. Et Friedkin lui a donné, le type a recommencé sa vie à la Ouais, Jamaïque. c'est le black qui a l'arrêt cardiaque, là. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Mais ça m'a fait penser aux Pirates du métro, un film que j'adore, The Taking of Pelham 123, qui était aussi un enfant de French Connection et qui n'aurait pas vu le jour sans le succès de French Connection, qui est un énorme succès public et critique. Il y a la scène du métro, tu sais, la filature entre Hackman et Fernando Rey. Lui, il t'expliquait qu'il avait été très, très marqué par la scène du samouraï, tu sais, où Delon est dans le métro, où il y a une scène aussi dans le métro, tu vois, parce qu'il adore Melville, hein, Ouais. Friedkin, et il te parle souvent du samouraï, qui Ah, pourtant est absolument pas documentaire, là, tu vois, c'est l'approche complètement différente, c'est ouais. une utilisation. Est-ce que Friedkin t'a parlé un peu de son travail en termes d'improvisation? Est-ce qu'il y a de beaucoup d'improvisation sur le plateau ou c'est très écrit? Je crois qu'ils ont pas mal improvisé, mais le scénario, il t'explique en fait qu'il y a un gars qui s'appelle Ernest Tidyman, mais je crois que le scénario, ils l'ont quasiment réécrit en improvisation. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue de Ernest Tidyman qui reste. Et pourtant, il a été nommé aux Oscars, tu vois, pour le scénario. Ça arrive souvent. Tu sais à quel moment en particulier Gene Hackman veut abandonner le film, Philippe? Non. C'est le moment où il est C'est censé tacler, quand il est habillé en Père Noël et qu'il est censé tacler ce premier dealer ou le type à qui il demande Poughkeepsie tout le temps. Friedkin lui fait faire ça 27 fois. Oui, vache. Donc il était furieux, il avait en plus déjà des problèmes de genoux. Et un an après la sortie du film, l'héroïne a disparu. L'héroïne qui avait été arrêtée, qui avait été saisie, dans la vie, tu vois, a disparu. Ça m'a Bon. amusé comme trivia, ouais. Friedkin, il te racontait des trucs où ils étaient en train de tourner dans la rue, il faisait super froid, tu vois. Et à un moment, Friedkin voit passer une blague qui lui plaît bien, tu vois. Alors, je sais pas si c'était une prostituée, et il t'explique qu'il va tirer un coup avec la fille. Et ça a rendu Hackman fou, quoi, tu vois. Et je pense qu'il a fait exprès. Je sais pas si c'est vrai, mais il t'explique en gros qu'il est allé tirer son coup avec la blague, tu vois. Et tout le monde attendait pendant ce temps. Et Hackman était comme un dingue, tu vois, en disant, mais le mec nous plante pour aller tirer sa crampe, tu vois, quoi. Mais il paraît que Egan ne voulait pas de Hackman au départ parce que Hackman est un type de la côte ouest et il fallait un flic new-yorkais. Et heureusement
On n'a pas écouté Egan. Et le studio voulait appeler le film Popeye. C'était avant le film Ouais. de Altman, où il voulait l'appeler Doyle. Et Friedkin était En fait, furieux. il paraît qu'ils avaient fait des sondages Hmm. parce que French Connection, il paraît que le studio aimait pas du tout, tu vois. Ouais. Et ils avaient fait des sondages à la sortie du supermarché, tu vois, auprès des gens. Et il paraît que quand ils avaient dit French Connection, à quoi ça vous fait penser? Les mecs pensaient que c'était une marque de préservatif, tu vois. Donc ils lui sortaient ça en disant, regardez, c'est une marque de préservatif, on va à la catastrophe, votre titre c'est de la merde, alors que Popeye ou je sais pas quoi, ils avaient des titres désastreux et il paraît qu'ils se sont battus pour garder ce titre, hein, French Connection, C'est sinon ça drôle. aurait pu s'appeler... C'est drôle. Il y a un autre truc qui m'a fait rire aussi, c'est que, bon, on se rappelle du passé de Friedkin à la télévision. Il avait, paraît-il, quand il a gagné son Oscar, et il a rencontré Hitchcock, pour qui il avait travaillé dans le passé, et Hitchcock lui avait dit, vous devriez porter une cravate. Et il a dit à Hitchcock aux Oscars, regarde, j'ai une cravate. Et il paraît qu'Hitchcock se rappelait même pas de lui. C'est Friedkin qui le raconte. Le nœud papillon, il avait un nœud papillon, il a fait C'est ça. claquer son nœud papillon et il a dit à Hitchcock, How do you like the tie, Hitch? Tu vois. Mais il y a un truc, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais ça m'a quand même beaucoup fait rire, c'est qu'il paraît que Adam West, Batman, a été considéré pour le rôle de Popeye, et William Shatner, le Captain Kirk, pour le rôle de Sonny. Non, C'est Cloudy. ça me paraît tellement absurde. Non, ça me paraît... To the Batmobile, Cloudy. C'est dommage. Non, mais comment- par exemple, t'as des scènes dans French Connection. Aujourd'hui, on pourrait plus faire des trucs comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'as Roy Scheider qui arrive chez. Juste avant, t'as vu simplement Hackman qui est en bagnole et qui dépasse une nana en vélo. Après, tu vois arriver Roy Scheider qui vient chez Hackman, il frappe à la porte, ça répond pas. Tu vois qu'il sort sa clé. Donc, ça veut dire qu'ils sont suffisamment potes parce que le Non, mec. non, il l'ouvre avec une carte de crédit. Il l'ouvre avec une carte. En fait, donc Ouais. déjà, tu sens que le mec, il rentre chez son pote, donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez proches. C'est Là, super. tu vois Hackman qui est au lit, il y a la fille qui est en train de, tu comprends qu'il a passé la nuit avec une fille, la fille, tu l'entends, elle est sous la douche, et tu vois que Hackman a des menottes à sa cheville menottée au lit. C'est-à-dire, tu te dis, les mecs ont fait un plan SM pendant la nuit avec le mec a fait un plan SM avec la nana pendant la nuit. Et je me souviens que j'avais interviewé une fois Fincher, et qui racontait que pour lui, c'était un modèle d'écriture scénaristique, parce que tu comprenais des tas de choses sans que ce soit dit, tu vois. Et il dit qu'aujourd'hui, mais t'aurais 15 pages de notes des mecs qui diraient, mais c'est pas possible, tu vois, il peut pas draguer Mais une nana, faire un truc. absolument. Et scénaristiquement, c'est un modèle parce que c'est un modèle d'ellipse. Tu vois Popeye qui croise cette fille à vélo C'est avec ça. des bottes rouges, et tu passes dans sa chambre et il y a les bottes rouges sur le sol. Donc c'est Moi, ce que je extraordinaire. trouve fantastique dans cette scène, c'est que je crois que c'est la première ou la seule fois du cinéma où quand Hackman est couché dans son lit avec sa menotte à la cheville et qu'il se réveille et qu'il est vraiment moche, quoi. T'as l'impression qu'il pue les pieds, il a une haleine de pourri, mais rien que la façon dont il joue, tu vois ce que je veux dire, Extraordinaire. Et la réalisme est cet appartement Ouais. horrible dans lequel il vit par rapport à Charnier, qui lui a une espèce de maison sublime à Cassis, t'as vu, ou à Marseille. Non, puis normalement, si on avait filmé t'aurais eu d'un côté Bozufi qui se fait frapper par la dominatrice et le flic qui fait des jeux SM avec une nana qui croise dans la. Enfin, tu vois, t'avais quand même deux mecs qui étaient quand même borderline, ça annonce presque cruising, tu vois, les SM de part et d'autre de la loi. Musique magnifique. Friedkin a un très bon goût musical. Musique magnifique de Don Ellis. Il y a beaucoup de funk aussi. On voit que dans ces scènes très racistes où ils font des descentes de flics dans les bars. D'ailleurs, Popeye est un peu une relique parce qu'il a un chapeau qui date du début des années 60 et quand il arrive dans les bars, tous ces noirs sont magnifiquement bien habillés avec des manteaux en cuir et tout, etc. Et ils sont hip par rapport à lui qui déjà appartient au passé, si tu veux. Ça, c'est très bien fait. Je pense que c'est une volonté aussi de Friedkin. Mais Il avait appelé Sorcerer parce qu'il aimait un disque de Miles Davis qui s'appelait The Sorcerer. ah ouais. Miles Davis qui a d'ailleurs été avec Jeanne Moreau, future Ouais. Madame Friedkin. Mais la fameuse poursuite en voiture, au départ, elle n'était pas comme ça. Hein. C'était une poursuite tout con. Et finalement, après, ils se sont dit qu'il fallait la rallonger parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop court et qu'il fallait quand même la mettre en plein milieu du film. Donc, ils l'ont déplacée parce qu'à un moment, elle n'était pas du tout à cet endroit-là. Et c'est là, en fait, où avec Philippe D'Antoni, ils se baladaient dans la rue à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire comme poursuite? Et ils se sont passés sous le métro aérien. Enfin, ils ont vu le métro aérien passer. Et c'est là qu'il y en a un des deux qui a eu une idée, qui a dit mais si c'était une voiture qui courait après un métro, parce que ça, on l'a jamais vu encore au cinéma, tu vois. Ouais. Et voilà comment la scène, en fait, a trouvé sa place et ils l'ont tournée sans permis, quoi. Ouais, Et c'est Friedkin vrai. te raconte qu'en fait, c'est lui qui tient la caméra dans la scène, hein, c'est lui qui est qui tient Oui, parce cadre. qu'il n'avait pas de famille, alors que le cadreur Il avait n'y a des pas de enfants. famille, voilà. Ouais, le cadreur avait des enfants, il ne voulait pas le mettre en danger. Mais il paraît que Gene Hackman a fait pas mal de conduite aussi, un petit peu comme faisait McQueen.
non pas pour les scènes extrêmement dangereuses où il brûle des feux rouges, carrément. Alors, il y a une anecdote aussi assez marrante, c'est que dans la fameuse scène qui lance le film, c'est-à-dire que quand tu sais, ils sont dans ce nightclub qui s'appelle le Copacabana, non? À Harlem. Où on voit Tonilo Bianco, que j'aime beaucoup, qui était dans... C'est là où ils voient ce couple qui a l'air de tenir une pizzeria ou une lunchonnette, je sais plus. Oui, là, ils sont sortis d'un film de Scorsese tout d'un coup, et je me suis demandé, est-ce que Friedkin, parce qu'il avait plein de flics sur le plateau, mais est-ce qu'il avait également des gens de la mafia pour le conseiller? Non, je crois pas, non, pas du tout, non, mais à la manière du parrain, non? Quand ils ont tourné cette scène, ils l'ont tournée dans une boîte de Harlem, en fait, et ils te racontent que il y avait donc des gens qui habitaient l'immeuble, hein, parce qu'ils ont tourné très tard, donc il y avait des gens qui habitaient l'immeuble qui étaient descendus pour voir le tournage, quoi. Et il te raconte que des années après, il a rencontré Sylvester Stallone, et Stallone lui a expliqué qu'il était dans l'immeuble, il habitait l'immeuble à cette époque, et il était venu voir le tournage de French Connection, puisqu'il habitait 2 étages au-dessus. Tu vois. Wow. Bah, c'est l'époque où il était dans Bananas, où il faisait du soft-core avec les talents italiens aussi. Et qu'il ait récupéré le scénario de French Connection 3 après. Tu vois. C'est quand même assez drôle les coïncidences, parce qu'ils ont failli faire plusieurs films ensemble. Même Rules of Engagement, tu vois, qu'il a tourné avec Tommy Lee Jones et Samuel Jackson. À un moment, Stallone devait faire le rôle de Samuel Jackson. En revoyant le film, et en particulier la poursuite, j'ai trouvé qu'il y a un travail très minutieux et très subtil sur le rôle de Bozuffi, que tu vois passer de tueur impassible et pratiquement invincible, quoi, il fait ce qu'il veut, à tout d'un coup, tu vois la peur qui s'immisce dans son visage, il est perdu. Quand tu vois le métro qui s'arrête il fait tomber son flingue, et après, on dirait un gamin effrayé, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un boulot d'acteur étonnant, surtout dans un film d'action comme ça, tu vois, et dans un moment de climax, le personnage a une évolution. Je trouve que c'est formidable, moi. Ça. Absolument, bien observé. Et il y a un truc, le seul truc auquel les flics sur le plateau n'étaient pas d'accord avec Friedkin, c'est le fait que Gene Hackman lui tire dans le dos. Parce qu'ils disent qu'ils jamais ils auraient fait ça, mais Egan lui était d'accord, donc Friedkin l'a gardé et il a eu raison parce que c'était un gros applaudissement dans la salle au moment où Gene Hackman finissait par avoir au moins une des deux frogs. Non, mais en plus le personnage d'Hackman est censé être un mec qui a tué un flic déjà, tu vois, ce qui est quand même pas évident pour un héros de film, tu vois, et ça se termine encore par un mec qui tue encore un autre flic, je crois, à la fin. Est-ce que moi j'ai eu l'impression que, parce qu'on voit, il y a beaucoup de nourriture comme dans les films de Coppola, est-ce que c'est un foodie, Friedkin, parce qu'entre les viennoiseries de Luigi et ses bouffes dans les restaurants, etc. Moi je me souviens, j'ai quand même bouffé pas mal de fois avec lui, même en Italie, je me souviens, il te bouffe 3 pizzas à la suite quasiment, tu vois. Et j'ai une question pour Philippe qui habite au bord de la mer, une question très importante. Qu'est-ce que c'est que ce coquillage que mange Fernand Doré dans une espèce de petite... Je sais pas, je l'ai déjà vu, jamais je mettrai ma bouche de ça dans ma bouche. Ouais, mais... Au château d'If. Quand il est au château d'If, non? Non, quand il est au début, il arrive dans sa maison, il attrape un coquillage à même la mer, comme ça, et il commence à le manger. C'est juste avant le rendez-vous. C'est avant le rendez-vous. Ah, c'est ça, voilà. J'ai jamais vu ça dans un film, mais tu veux pas appeler Billy, pour lui demander ce que c'est comme coquillage? Je sais pas. Non, Friedkin, il aime surtout bouffer des pizzas. Moi, je me suis retrouvé à Florence une fois. Il avait fait une rétrospective à Florence. Il avait fait venir des gens qu'il connaissait comme ça. Donc, moi, il m'avait demandé de venir. Et je me souviens qu'on avait bouffé. Il y avait Dario Argento qui était là parce qu'il habitait Turin. C'était à Turin. Wow. Et Dario Argento bouffe pas. Et il te regarde un peu comme Max Schreck, tu sais, dans Nosferatu, quoi. T'avais Friedkin, il engloutissait des pizzas, il te disait, il se tournait vers toi, il avait carrément un bout de mortadelle, tu sais, il te disait, il n'y a pas une seule pizza que j'aime pas, tu vois. Et t'avais l'autre qui était à côté et qui bouffait rien, tu vois. C'était assez comique. Une belle scène de film. Je me souviens qu'il nous avait emmené, Dario Argento nous avait emmené, mais dans une pizzeria en disant que c'était la meilleure de Turin, et c'était un coupe-gorge pour y arriver. Et je me souviens que t'avais Friedkin qui balisait, il disait, Dario, are you sure about this? Il y a quand même Friedkin qui a fait cruising et tout ça, qui commençait à être pas rassuré. Tu vois. Il était dans un giallo tout d'un coup. Ouais. Are you sure about this? Et l'autre, oh, yes, tu vois, very good. Et il les emmène et lui, il mange pas. Tu vois. Mais Fernand Doré m'a fait penser un petit peu cette fois-ci à un méchant de James Bond ou même à l'ancêtre de Hans Gruber avec son bouc. Tu sais, il a presque un côté aussi. Non, mais c'est l'idée c'est même jusqu'à John Lone dans l'année du dragon après, c'est-à-dire c'est le méchant qui est plus élégant que le flic, parce que Mickey Rourke dans l'année du dragon, c'est un enfant de French Connection, un peu là, c'est la Chinese Connection, tu vois, mais c'est le plouc un peu, quoi, le mec un peu raciste, un peu backplaf, tu vois, mais qui ne lâche pas, tu vois. Ouais. Mais ce qui est très bien foutu, c'est qu'on se rend compte que Popeye n'a absolument aucune vie. T'as vu comme ici, à un moment, il se réveille dans le film, il se réveille dans un bar. Ouais. Quand il n'est pas en train d'enquêter, il n'a pas de vie du tout. Il n'existe que par son métier.
Et là aussi, on imagine qu'il a une haleine épouvantable quand il sort du bar. Et il a un fétichisme sur les bottes. T'as vu, parce qu'il n'arrête pas de dire que dès qu'il y a des filles qui passent en bottes, ça doit être un truc de Friedkin. Quoi qu'il paraît que Egan était un playboy dans la vie. Ah oui. Quand il était plus jeune, il était un athlète. Il paraît que Hackman dans la vie est un mec très pudique, tu vois. Enfin, il paraît que c'est pas du tout le genre à draguer les gonzesses, tu vois, et tout. Ouais. Et qu'il n'aime pas du tout la violence. Oui, il aime pas ça et il trouvait qu'il aimait pas du tout draguer les gonzesses à l'écran. Enfin, il paraît que c'était tout ce que Friedkin lui demandait de faire, il voulait pas le faire. Ouais. Mais Scheider, qui est une espèce de lead aussi, comme il le prouverait dans Les Dents de la Mer et par la suite, a un côté aussi Patrick Devers dans Adieu Poulet, qui sont des acteurs qui acceptent de jouer le faire-valoir, entre guillemets, et qui finalement, à l'arrivée, tout le monde brille, quoi. C'est vrai. Et c'est drôle parce que Gene Hackman Steve McQueen refuserait de jouer des flics après Bullitt et Patrick Devers refuserait de jouer des flics après Adieu Poulet. Et c'est French Connection qui a valu à Roy Scheider d'être engagé pour Les Dents de la Mer, tu vois, parce que c'est Spielberg qu'il avait vu en flic dans French Où il joue d'ailleurs le même personnage, c'est un ancien flic new-yorkais qui se retire à Amityville. New-Yorkais, donc il s'est dit, il serait parfait pour ça. Parce qu'au départ, c'était Charlton Heston qui devait jouer dans Les Dents de la Mer. Oui, mais c'était Charlton Heston et Toshiro Mifune ou Lee Marvin pour le rôle de Robert Shaw. C'était un vieux. Et Spielberg voulait absolument pas prendre Charlton Heston, tu vois, mais c'était un peu ce que le studio voulait, quoi. D'accord. D'ailleurs, quand tu vois Roy Scheider dans Police Puissance 7, The Seven Ups, il pourrait s'appeler Sonny Grosso. Hein. C'est le même personnage qui est monté en grade et qui n'est plus coéquipier de Hackman, mais c'est le même personnage. Ce qui est marrant, c'est que Roy Scheider, il avait fait juste après French Connection, je crois, il avait fait le film d'Yves Boisset qui s'appelait... Non, il avait fait le film de Jacques Deray qui s'appelait Un homme est mort avec Trintignant. Oui, mais il habitait en France, donc il a dû habiter en France pendant un moment. Ouais. Et il a fait l'attentat de Yves Boisset après, tu vois, où il y a Trintignant, où il aurait pu y avoir Bozuffi aussi, tu vois. C'était un peu Roy Scheider, c'était un mec qui jouait dans des films français quand même, c'est assez curieux. C'est drôle. Il y a un truc qui est drôle dans le film aussi, c'est à quel point Gene Hackman est assez peu doué pour la filature. D'abord, il est extrêmement repérable avec son chapeau. Il est repérable à 100 mètres et à chaque fois, il n'arrête pas de se faire choper, soit par Fernand Doré, soit par le type dans la rue, Tonino Bianco, qu'on avait vu dans Honeymoon Killers, comme j'ai dit. Mais tu remarques que dans le métro, je crois qu'il enlève son chapeau quand il suit. C'est possible, et il boit une boisson à base de raisin et il mange une pomme d'amour. Et ce que j'aime bien, c'est que alors qu'effectivement, on le reconnaît à 300 mètres, Hackman, il prend des airs dégagés, il sifflote, tu sais. Et c'est là où tu vois la grande classe de Fernand Doré dans le métro, quand il commence à ce jeu de chat et la souris entre les deux. Il y a une intelligence de Fernand Doré et on sent qu'il il a 2 longueurs d'avance sur Gene Hackman. Il paraît que Buñuel, un jour, il y avait les Oscars, il fallait voter pour les Oscars, et tu as Fernand Doré qui appelle Buñuel en lui disant Louis, je viens de jouer dans un film américain qui a des chances d'avoir un Oscar. Et comme Buñuel votait pour les Oscars, tu vois, il lui a dit, est-ce que tu pourrais voter pour French Connection? Et Buñuel n'avait pas vu le film, mais il dit, pas de problème, il vote pour le film sans l'avoir vu. Et il se trouve qu'il le voit après, tu vois, une fois que le film a eu les Oscars, il paraît qu'il le déteste et qu'il a appelé Fernand Doré en disant, mais t'as rien à faire dans ce film, tu m'as fait voter pour toi, tu ne branles rien, t'es assis, tu t'es dans un resto, tu marches, il l'a insulté. C'est drôle. Mais ils ont l'aide de la police parce qu'en fait, à l'arrivée, les flics sont les héros du film. Ils sont un petit peu ambigus, effectivement, mais c'est quand même, ils ont une très belle image et on ne verrait plus des films comme ça aujourd'hui où les flics sont. Non, enfin, pour anticiper un peu sur la fin, des dernières images de French Connection sont d'une ambiguïté absolue, c'est-à-dire on sent qu'il est devenu à moitié fou, il est complètement obsédé, il lui dit t'as tué machin et il s'en fout. Il en parle même pas. Ça se termine encore sur un coup de feu où on ne sait pas s'il tire dans le vide ou s'il a encore tué un mec par erreur. Tu vois, c'est ça, mais on retrouve ça fait penser à Moby Dick un peu. Tu sais, tu le vois s'éloigner dans le blanc comme ça. Il disparaît éternellement à la poursuite de Frog One et il n'y arrivera jamais à le choper. Tu vois, si le film n'y avait pas eu de suite, tu te diras, il passera sa vie à courir après Frog One. Ah, c'est beau, ouais, non, c'est exactement ça. Mais on avait la même ambiguïté à la fin de Cruising où Pacino se retournait vers la caméra, en tous les cas, briser le 4e mur. C'est le côté film d'horreur, parce qu'un peu où on laisse ses fins ambiguës et ouvertes. Mais lui, ce qu'il a toujours voulu faire, c'est des flics qui sont tout le temps borderline, c'est-à-dire des gars qui sont des flics qui sont sur la ligne, quoi, qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui l'intéresse, quoi. Ouais. On parle souvent de la poursuite en voiture, mais moi, plus que les poursuites en voiture, il y a un truc que j'adore dans les films, ce sont les poursuites à pied. Et là, elles sont extraordinaires, ces poursuites à pied, avec ce sniper qui tire sur Gene Hackman. On verrait que dans Seven, il y a une formidable poursuite à pied entre Kevin Spacey et Brad Pitt aussi. Et on voit tout le talent
de Friedkin, qui est un très très grand metteur en scène. Friedkin t'explique qu'il avait reçu des lettres il dit qu'il avait halluciné. Par exemple, tu as Akira Kurosawa qui lui a écrit une lettre pour dire qu'il venait de voir French Connection et qu'il trouvait que c'était un des meilleurs films qu'il avait vu de sa vie, tu vois. Et le mec pensait qu'il faisait un petit polar, tu vois. Genre, il s'en met à avoir des lettres des plus grands cinéastes du monde, tu vois. Akira Kurosawa qui avait fait le first body cop movie. Il paraît qu'Akira Kurosawa adorait French Connection. La boucle est bouclée. Et tu as vu les trucs, tu parlais de choses qu'on ne verrait plus jamais aujourd'hui, mais quand Bozuffi se met à tirer sur Ackman avec son fusil à lunettes, il descend quand même une mère de famille. Incroyable. Qui pousse sa poussette, elle meurt. Ouais. Jamais on verrait ça. Et Ackman manque d'en écraser une après en bagnole, tu vois. Il donne un coup de volant parce qu'il y a une mère qui traverse avec un landau, tu vois. Ah, il a quelque chose contre les bébés et les mamans, effectivement. Mais extraordinaire travail de montage. On a vraiment l'impression d'une partition musicale entre les accélérations et les ralentissements, en particulier dans cette course contre Bozuffi. On sent la fatigue, on sent tout d'un coup l'épuisement des deux types qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est extraordinaire travail de montage. D'ailleurs, Ackman fait un truc formidable, c'est quand il vise Bozuffi, quand ils sont encore face à face, t'as vu, il se laisse tomber contre la rambarde. Tellement il est fatigué. Absolument. C'est très très bien observé. Friedkin, quand il a commencé le tournage, en fait, il n'était pas en forme parce qu'il venait de perdre sa mère, en fait, mais carrément qui était morte la semaine avant, tu vois, quoi. Et il était assez vraiment triste et tout ça. Donc il n'était pas franchement. Donc je te dis que quand il te parle du movie God, c'est-à-dire qu'il te dit qu'il y avait quand même toutes les planètes qui étaient vraiment mal alignées au début avec les acteurs qui voulaient pas, et finalement tout s'est passé au-delà des espérances et des fois ça arrive, tu vois. C'est-à-dire que Mais Bozuffi qui tombe de dos dans l'escalier, c'est comme le prêtre qui tombe aussi dans l'exorcisme. Il aime bien faire tomber des gens dans des escaliers. Oui, c'est son truc. Il aime bien bousiller le dos de ses acteurs, comme on disait. Je crois que Bozuffi, à une époque, il avait demandé, je crois, à Bozuffi de faire Sorcerer aussi, quoi. Le rôle de Bruno Kremer quand il a été obligé de changer les acteurs. Et je crois que Bozuffi n'était plus disponible à l'époque. Sinon, on aurait pu avoir Bozuffi dans Sorcerer aussi. Tu vois. Ouais. Toute la scène du démontage de la bagnole et tout ça, c'est quand même assez virtuose. Hein, tu vois, oui, formidable. Ouais, avec un vrai technicien de la police, d'ailleurs, ça se sent. Bah, c'est Randy Jurgensen qui est là, tu vois. Ah, c'est ça. Le fameux mec qui, en fait, est le flic à qui est arrivé Cruising après. Tu vois, des mecs qui tuent Jimmy Caan dans Le Parrain, tu sais. Ah, waouh. Mais il y a un côté vraiment film d'horreur dans ces locaux délabrés de la fin. On se croirait dans des films de found footage presque. Et c'est ça aussi, c'est très très moderne comme décor. Avec de la boue, des flaques d'eau. Enfin, c'est un no man's land un peu, quoi. C'est ça. Et puis cette fin ambiguë dont on parlait où les méchants ne sont pas vraiment punis, comme dans la vie et comme dans Abracadapod. Voilà. Regarde, nous, on n'est pas punis, nous. Bien, mes cinébuddies, merci pour ce voyage dans cet âge d'or du cinéma. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Rien, sinon que pour faire une planque ou un podcast, il vaut mieux avoir un buddy, et qu'il y a des jours où on a envie d'une côte de bœuf et d'autres d'une pizza. Et parfois d'escargot, même si j'aime pas ça. Il y a cette scène aussi dans Sorcerer où tu vois Bruno Kremer, tu sais, qui est au Pré-Catlan, quoi, où tu vois les escargots. Enfin, tu sens qu'il adore filmer ça, tu vois. Ah, c'est drôle. Hein. Mais il paraît qu'il a fait une fête à Marseille quand ils ont terminé de tourner à Marseille. Où ils sont allés dans le restaurant qui a créé la bouillabaisse. Oui. Il a payé une bouillabaisse et des vins extraordinaires à toute l'équipe. Non, mais il adorait manger. Il adorait. D'ailleurs, à un moment, il avait des problèmes de goutte. Tu vois, la goutte, quand même, c'est quand même quand t'as trop bouffé, trop picolé. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique pour aider le show, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Bonne année mes cinébuddies, plein de bonheur et plein de films à voir à vous et à nos abracadamis. Et un shout-out à Jeff Beaulieu, super fan du show, super cinéphile et super abracadami qui fait désormais partie de la famille d'Abracadapod. Et maintenant, vos noms et vos phrases signatures. Alors, on va chaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, I'll be back. Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Et maintenant, donnez-moi vos badges et vos flingues. Vous êtes suspendus de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Hit it, Lou. Et bienvenue dans Cinéchat.